Est-ce qu'effectivement pour vous, il y a une analogie à faire entre la cherté de la vie, les produits de consommation alimentaire et la cherté des prix des médicaments? Au Maroc, était au mois de septembre à 35 000 dirhams la boîte. Il en fallait deux. En Égypte et en Turquie, ils étaient à 15 000 dirhams. Fawzi Larja, effectivement, qui dit droit dans les yeux, les prix des médicaments, il y a des prix des médicaments qui sont beaucoup trop chers. On a toujours 321 médicaments qui sont plus chers au Maroc par rapport au benchmark. On ne peut pas faire que de la déclaration politique. On a besoin d'action. Bienvenue, Saad Taoujni, dans cette émission de débat 7e sens qui a pour ambition, d'un point de vue hebdomadaire, de donner du sens au sens de l'actualité du moment. Et cette actualité du moment avec vous, Saad Taoujni, je vais quand même vous présenter avant de démarrer ce débat 7e sens avec vous, spécialiste en politique publique dans le domaine de la santé et de la protection sociale. Sens, contresens sur cette réalité aujourd'hui en matière de flambée des prix des produits de consommation alimentaire et également combiné à une cherté des prix des médicaments. On le sait depuis quelques années, puisqu'il y avait une commission parlementaire qui avait déjà travaillé là-dessus. Et là, c'est la sortie de Fawzi Larja, ministre du Budget, qui est les droits dans les yeux à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Elle dit voilà, il va falloir baisser les prix des médicaments, en tout cas de certains médicaments, et de baisser également les marges bénéficiaires à la fois de l'industrie pharma, mais pas que. Est-ce qu'effectivement pour vous, il y a une analogie à faire entre la cherté de la vie, les produits de consommation alimentaire, et la cherté des prix des médicaments? Merci pour l'invitation. Je crois que la distinction doit être faite parce que déjà au niveau dès qu'on a mis les brevets, protéger les médicaments et dès qu'on a commencé à considérer le médicament comme n'importe quel produit, surtout sous l'effet des États-Unis dans les accords de l'OMC, les prix des médicaments ont connu une envolée un peu partout dans le monde et surtout aux États-Unis où il n'y a pratiquement pas de régulation. Des médicaments qui étaient à $700 sont devenus à $40 000. Donc c'est vrai qu'il y a un libéralisme rampant dans le domaine de la santé. Et la santé ne rentrait pas dans ce qui était un peu commercial avant cet accord. Il n'y avait pas de marchandisation avant des produits de santé, à savoir des médicaments. Médicaments. Mais depuis, on a assisté, mais ça s'est aggravé un petit peu après la crise du Covid, et on parle de souveraineté industrielle, pharmaceutique. Il y a eu des ruptures de stock dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, d'autant plus que 95% des intrants sont produits par la Chine et l'Inde. Tout ça a perturbé un peu les mécanismes d'approvisionnement. Mais nous, la production locale, l'industrie locale produit 70% de nos besoins déjà. Donc, il n'y a pas que ces phénomènes. Bon, ils ont des ruptures dans les intrants nécessaires à la production de médicaments. Mais les prix sont des PPV, c'est des prix publics de vente qui sont déterminés par fixés par l'État et par les pouvoirs publics et par le ministère de la Santé. Quand on a enlevé mais la quand TVA, on a Fawzi Larja, effectivement, qui dit droit dans les yeux, les prix des médicaments, il y a des prix des médicaments qui sont beaucoup trop chers. Et il fait le lien avec effectivement les 6 pays qui font partie du benchmark, qui sont benchmarkés avec par rapport à notre pays, et qu'on apprend effectivement qu'il y a des fois des hausses. En tout cas, un différentiel, un gap qui peut aller jusqu'à x10, x15, x16 par rapport à d'autres pays. Et que parallèlement à cela, on a une fluctuation des prix de produits de consommation alimentaire. On ne va pas revenir sur l'histoire du feuilleton de la sardine, d'ailleurs, qui se poursuit à Agadir. Mais aussi des fruits et légumes, de la volaille, de la viande rouge, des œufs. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression, on se retrouve dans tout un cycle inflationniste de flambée des prix, à la fois sur les prix de produits de consommation alimentaire, mais également sur les prix de certains médicaments. D'accord, mais le problème du médicament n'est pas nouveau au Maroc. Déjà, il était cher et c'est le directeur général de la CNOPS, quand on a mis dans cette loi 6500 l'article 44 qui interdit aux producteurs, aux organismes d'assurance maladie d'être producteurs, parce qu'il avait une pharmacie Les Orangers et il obtenait, parce qu'il était un acheteur important et unique, c'est un modèle d'ailleurs qu'on n'a même pas étudié,
Et il obtenait des abattements de 80, de 70% sur des prix vendus à 6 000 dirhams. Lui, il les avait à 1 200, 1 500 dirhams. Quand on lui a dit, quand on a dit à la CNOPS qu'elle n'avait plus le droit d'avoir une pharmacie, le fait qu'il se soit aligné sur les PPV, il avait un trou de 300 millions de dirhams par an. Ça, on parle depuis 2014. Le fait qu'on ne l'ait pas laissé à un acheteur institutionnel unique, parce que même pour les grandes multinationales, elles ont besoin, ils ne veulent pas négocier avec un État ou des opérateurs qui vont acheter des petites quantités. Ça, c'est 2014. Ils ont besoin d'acheter des quantités massives, et là, elles ont de la visibilité. C'est-à-dire d'avoir une espèce de supermarché. Mais c'est le modèle qui est dans le monde étatique. entier, dans surtout les produits pour les anticancéreux et pour les grands produits pour dans les pathologies lourdes chroniques. Généralement, dans tous les pays du monde, c'est l'État qui est le grand acheteur et qui obtient des réductions incroyables. Nous, c'est le mode. On a laissé tous les produits coûteux. D'ailleurs, on a, depuis 5 ans, aucun médicament innovant n'a été admis au remboursement au Maroc. Et des médicaments, on a eu moi-même. C'est quoi, c'est le Princeps c'est du générique ou des même Princeps? Des biosimilaires, les mêmes produits. Keytruda, par exemple, au Maroc, était en mois de septembre à 35 000 dirhams la boîte. Il en fallait 2. En Égypte et en Turquie, ils étaient à 15 000 dirhams. Et même, c'est ça le... Est-ce que c'est une forme de libéralisme? Pardon? Est-ce que vous avez fait référence à la date vous avez mis le curseur sur 2014 par rapport à la CNOPS qui, effectivement, on ne l'a plus autorisé à avoir un espace de stockage de médicaments qui soit public. On est bien d'accord? Oui. 2014 aussi, c'est la loi qui a été votée 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence. Hasard ou coïncidence? C'est-à-dire que là, on libéralise les marchés au travers de cette loi 104-12. Donc, du coup, on a les prix qui sont fixés par l'offre et la demande. Et au même moment, la même année, quelque part, peut-être on commence à libéraliser aussi le médicament. Oui, mais... Non, est-ce qu'il y a similitude ou pas similitude aussi? Il y a eu la commission Hariri, il y a eu une commission parlementaire en 2009. Je parle de 2005 et on remonte. Et même Selkja a déjà fait une déclaration l'année dernière en s'attaquant à la cherté, en s'attaquant un peu aux producteurs et aux importateurs. Mais pas comme cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est les yeux dans les yeux. Il a dit à l'industrie pharma, vos prix sont trop élevés, j'ai toute la data, ces médicaments qui sont importés au niveau de la douane. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette fois-ci... Déjà, on a eu une étude de l'administration des douanes et des impôts indirects et de la CNOPS 2020, 2021, 2022 qui a mis l'accent, Adnan, il est un cadre des finances, les impôts sont l'autorité de ces et on n'a pas réglé, on a toujours 321 médicaments qui sont plus chers au Maroc par rapport au benchmark. Nous avons 6 pays où il y a la France ou la Belgique, on a des produits plus chers que la France et la Belgique. On ne peut pas faire que de la déclaration politique. On a besoin d'action. Est-ce que cette fois-ci, vous dites, voilà, par rapport à cette déclaration, c'était fin janvier, de Fawzi Larja au siège de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, il y a eu aussi Riyad Mzoul qui, quelques jours après, alors hasard ou coïncidence, s'est aussi exprimé en disant, voilà, il faudrait aussi renforcer l'offre exportable en médicaments, il faudrait investir beaucoup plus aussi dans des unités industrielles de fabrication de médicaments, essentiellement d'ailleurs du générique. On a le Conseil de la concurrence qui a convoqué, pas invité, mais convoqué tous les acteurs de l'écosystème de l'industrie pharma et de l'écosystème santé, même les pharmaciens d'ailleurs, et les grossistes. C'était la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Est-ce qu'on l'a sur autosaisine? Est-ce que là, vous considérez ou pas, Eugénie, vous qui connaissez très très bien le secteur, que là, cette fois-ci, il y a peut-être des choses qui vont changer, qui vont bouger? Il y a le Conseil économique, social et environnemental qui fait de l'autosaisine et qui produit de très très bons avis. Mais est-ce qu'ils sont suivis des faits? La question, c'est qu'on a laissé un libéralisme. Même la concurrence, le Conseil de la concurrence ne joue pas totalement. Parfois, on a dans les marchés publics,
on a des règles un peu dilatoires pour empêcher un concurrent et on se retrouve, l'État achète au niveau des hôpitaux publics des médicaments 3-4 fois plus chers déjà par rapport à leur cherté au niveau national. Donc on n'a pas encore, même la Haute Autorité de la Santé, dont l'une des missions serait de voir le service médical rendu d'un médicament, son efficacité, ou est-ce qu'il n'a pas été remplacé par des molécules plus innovantes et plus efficaces, et parfois même moins chères. Pas toutes les molécules innovantes. Et j'ai eu des gens qui représentent les multinationales. Ils disent vous avez encore ne sont remboursables que des médicaments qui datent d'il y a 5 ans. Il y a une mise à jour qui dit ça. Et qui sont... Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à celles et ceux qui vous suivent attentivement, parce que vous avez cette légitimité pour vous exprimer sur le sujet, cette Taoujini, en disant voilà, mais comment et pourquoi les prix du médicament, en tout cas certains médicaments, sont beaucoup plus chers que les pays qui sont benchmarkés, que ce soit la France, le Portugal, l'Arabie Saoudite ou l'Égypte ou autre, la Belgique. Et en même temps, c'est des prix qui sont censés être réglementés et encadrés par les pouvoirs publics. Ce qui n'est pas le cas de la tomate, de la sardine et du navet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est de l'autre côté, les produits de consommation alimentaire, c'est la liberté des prix. Et concernant le médicament, c'est pas la liberté des prix, me semble-t-il, c'est les prix qui sont encadrés par l'État. Et en même temps, on a une forme de volatilité sur les prix. Pourquoi? Vous avez remarqué que l'année dernière, quand l'État avait supprimé la TVA, on a mis un certain temps et l'industrie était obligée on avait une seule imprimerie capable de faire les étiquettes et on a mis un certain temps pour mettre les étiquettes. Donc même un pharmacien, n'importe qui, ne vend que ce qu'il y a sur l'étiquette et qui est maintenant avec le code barre. C'est-à-dire que ce qu'on a eu, c'est que en amont, moi j'interpelle la non-transparence dans les modes de détermination. Tout le monde il y a eu beaucoup de rapports sur la DMP, sur le rôle du ministère de la Santé, et beaucoup de journaux et d'enquêtes parlementaires ont décrié des mécanismes pas très clairs. Donc, que conteste l'industrie pharma. Hein. On attaque, même l'industrie pharma subit parfois, il y a même des opérateurs économiques qui sont exclus par d'autres, par des mécanismes totalement illégaux. Et même la Commission centrale de la commande publique a dénoncé des modes d'attribution de marché. Dans le Covid, il y avait une commission parlementaire qui a également... Pourquoi aujourd'hui on assiste à une volatilité des prix de certains médicaments beaucoup plus chers que ces médicaments qui sont disponibles dans des pays comme la France, la Belgique, le Portugal ou l'Arabie Saoudite, alors que c'est des prix qui sont censés être réglementés et fixés par l'État, contrairement à des produits de consommation alimentaire? Comment vous l'expliquez, vous? Est-ce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui n'est pas forcément logique au moment où le ministre du Budget demande beaucoup plus de clarté sur le modèle économique de l'industrie pharma? C'est de l'action maintenant qu'il nous faut. Moi, je dis toujours, et je l'ai dit récemment une radio, on n'a qu'à aller voir comment la Turquie, qui vient d'avoir son système là, généralisé en 2012, comment elle peut avoir le Keytruda, le traitement d'immunothérapie, pour 15 000 dirhams, et nous, on le vendait à 35 000. Je dis, prenez une petite commission nationale, qu'ils aillent voir et qu'on aille copier. Mais il n'y a pas de secret. Mais rester 20 ans après la suppression de la pharmacie des Orangers en train de nous interroger sur la façon de baisser les prix. Mais est-ce que là, il faut aujourd'hui, ce que demande Fawzi Larjan, on va voir ce que va rendre public comme rapport le Conseil de la concurrence, c'est demande à l'industrie pharmaceutique de baisser les prix, de baisser la marge. Et leur marge respective sur les médicaments, quasi, voilà, pour pouvoir sauvegarder d'ailleurs, selon ses dires et selon, je le cite, pouvoir préserver les équilibres financiers de la CNSS. C'est pas pour collecter plus d'impôts, et ça l'est défendu au sein du siège de la CGM, mais c'est baisser vos prix, baisser vos marges, parce qu'autrement, il va y avoir des tensions sur le budget de la CNSS en capacité, en tout cas dédié au remboursement des frais médicaux et des frais de soins et ce fameux taux de remboursement. Je crois que pour tous les médicaments très chers qui ne sont pas remboursables, il y a près de 2500 à 3000 médicaments qui ne sont pas remboursables, et les plus grands, les personnes qui sont le plus touchées par ces prix, il y a des gens qui vendent leurs biens pour soigner un parent dans une maladie longue durée ou coûteuse. Donc c'est plus que l'État, parce que jusqu'à présent, même dans le dernier rapport, le dernier avis du Conseil économique et social, il y a 60%
de l'out-of-pocket, des restes à charge, ils sont toujours chez les patients. Et même l'ANAM avait dit que 22% des maladies longue durée, des maladies chroniques, il y a 22% qui restent à la charge quand vous avez un traitement à 1 million de dirhams, il faut payer 220 000 dirhams. Quand vous êtes démuni ou salarié touchant moins que le SMIC, la CNSS a déjà un excédent. Elle avait un excédent l'année dernière de 45 milliards de dirhams, rien que pour la branche travailleurs salariés. Le problème de la CNSS n'est pas... Le problème, c'est la CNOPS qu'il avait. Et la CNOPS qui offrait une couverture meilleure, un taux de remboursement meilleur et une liste de maladies longue durée plus importante. On a... Maintenant, il y avait la CNOPS qui dénonçait. Oui. Qui dénonçait à travers son directeur général tous ces dérapages de... Maintenant qu'il n'y a plus Qu'est-ce qui a changé depuis la fusion? Parce que la CNOPS a été absorbée par la CNSS, on est bien d'accord? Oui. Il y a eu cette fusion. Aujourd'hui, le discours du DG de la CNSS, Hassan Boubrik, c'est de dire, voilà, effectivement, il faut nécessairement faire extrêmement attention parce qu'il faut des ressources en matière de financement supplémentaires pour pouvoir assurer l'équilibre financier du financement de l'assurance maladie obligatoire en termes de remboursement. Et ils font le parallèle en disant, voilà, et en demandant à l'industrie pharma de revoir ses prix, parce que les prix des médicaments, plus ils sont élevés, plus ils coûtent cher en matière de remboursement. Parce que c'est ça, en fait, la mécanique. Est-ce que ça a du sens pour vous? Il y a déjà 4 branches. La CNSS, comme je viens de dire, dans les travailleurs salariés, il y a un excédent de 4 500 milliards de centimes. C'est énorme. Là où on a des problèmes, à Moutsadamon, c'est plus ou moins équilibré. On a un problème sur les travailleurs non salariés, les indépendants. On a un problème sur Amo Chamil. Les gens ne se font déclarer qu'une fois qu'ils ont une maladie chronique. Et là, c'est démontré. Il y a un déséquilibre. Mais on avait un 5e, c'est-à-dire une sous-catégorie des travailleurs salariés, que sont les fonctionnaires, et il y avait un déficit qui n'était pas dû à un problème de gestion, qui était dû, comme on vient de le dire, à ces médicaments, la suppression de la pharmacie interne, la flambée des prix à l'international dans l'achat des médicaments, et même dans certaines analyses médicales qui sont plus chères au Maroc qu'en Belgique ou en France. Donc, il fallait régler, et pour régler le problème du déficit de la CNOPS, il fallait enlever le plafond de 400 dirhams par fonctionnaire et il fallait que l'État, donc automatiquement, ça va impacter et les revenus des fonctionnaires et l'État comme employeur des fonctionnaires. Est-ce que l'État, en transférant la gestion des fonctionnaires, de l'assurance maladie des fonctionnaires à la CNSS, est-ce qu'il va trouver les financements ? C'est à l'État, mais est-ce qu'il peut demander encore aux fonctionnaires une augmentation de leur contribution alors qu'il y a une cherté? Pour éviter, me semble-t-il, de demander aux fonctionnaires en fait, de relever, parce que c'est un engagement qui a été pris, me semble-t-il, je pense sous votre couvert d'ailleurs, lorsqu'il y a eu cette fusion CNSS-CNOPS qui était sur la table, rappelez-vous, en conseil de gouvernement, ça avait été reporté, parce que les syndicats aussi voulaient avoir suffisamment de garanties. Dont une des garanties, c'était celle que l'État et que l'exécutif s'engage à ne pas augmenter les cotisations des fonctionnaires en matière de couverture santé. Donc du coup, valeur aujourd'hui, Fawzi Larja, il doit respecter cet engagement pris par l'exécutif, c'est-à-dire de ne pas augmenter les cotisations supplémentaires. Et donc du coup, il doit en même temps trouver de l'argent. Et l'argent, il considère que c'est au niveau de l'industrie pharma qui a aussi même déjà au niveau un potentiel. De l'État. Oui. L'État dans les travailleurs salariés à la CNSS, c'est pratiquement un tiers, 2 tiers. L'État ne paye que 50% et sur la base de 400 dirhams. Et les fonctionnaires un peu se sont protégés. Mais l'État, s'il change, l'État peut contribuer au déficit. On peut trouver des péréquations entre les 5 branches dont je viens de parler. Il y a des moyens de trouver des financements autrement que pour aller vers l'industrie pharmaceutique ou en promettant aux fonctionnaires de ne pas payer plus alors qu'on déroge à un grand principe constitutionnel qui est l'égalité. Les 2 catégories de salariés que sont les fonctionnaires et ceux du secteur privé sont régis par la même loi 6500. Ils sont régis également par la Constitution qui parle d'un égal accès. Pourquoi les fonctionnaires payent moins? Si on avait une cour constitutionnelle digne de ce nom, ce texte serait abrogé et l'État devrait payer les mêmes taux sans plafond pour les fonctionnaires comme le font les employeurs pour le privé. C'est là notre problème. Est-ce que l'État veut mettre la main à la poche pour
Au moins que peut-être que le patronat veille très bien pour qu'on ne prélève pas sur les excédents des travailleurs salariés. Mais l'État doit trouver une solution. On ne peut pas promettre aux syndicats de ne pas vous augmenter, l'État de ne pas augmenter sa part et dire qu'on va résoudre les problèmes de la CNOPS en la fusionnant avec la CNSS. Il faut absolument que des ressources propres. Et je trouve que le fait qu'il y ait des comptabilités et des conseils d'administration différents nous permettent d'avoir plus de clarté sur les déséquilibres de chaque branche. Mais en même temps, une des approches a priori, parce que je vois ce qui était à l'ordre du jour, c'était jeudi dernier au Conseil de la concurrence, c'est beaucoup plus de clarté sur le circuit entre production et distribution de médicaments. C'est un peu comme d'ailleurs l'agroalimentaire, hein, ouais. Entre le producteur de tomates et le marché de gros, qui chez nous est les grossistes, et le marché de détail, qui est chez nous l'officine en matière de santé. Est-ce que pour vous, il y a besoin d'apporter beaucoup plus de clarté sur tout cet écosystème et tout cet éco-circuit au niveau du médicament? Vous dites non, il faut pas aller non plus la manne financière et le potentiel financier, il n'est pas forcément au niveau de l'industrie pharma, des grossistes et des officines, il est ailleurs. Vous savez, on n'a pas encore les derniers comptes nationaux de la santé datent de 2018. Donc on n'a pas encore un moyen de mesurer. En 2018, l'État n'a porté dans les dépenses totales de la santé que 25%. Est-ce que maintenant on est passé à 30, 40 ou 50 ? Tout est supporté par les ménages. La plupart, et on a un des indicateurs qui nuit, qui parfois des gens renoncent aux soins par manque de moyens. Et il y a des décisions qui sont prises dans des cliniques. Il y a des arbitrages pour sortir un malade alors qu'il pouvait rester 5, 10, 15 jours supplémentaires dans une réa. Mais les parents, et même maintenant dans les couveuses, quand un bébé doit rester 40 ou 50 jours, il y a un taux de prise en charge à 70 ou à 80%. Les familles de travailleurs et de démunis n'ont pas les moyens de garder un bébé. Donc il y a une vision globale. Moi, il faut aller de la prescription. Il faut le générique. Et le générique, il faut intéresser et les producteurs et les médecins, les pharmaciens. Et il faut le générique, on a un potentiel de développement très élevé. Et maintenant, on nous annonce du 40, 50. Sur l'assurance maladie obligatoire, il était prévu de toute façon, enfin, il y avait un engagement, exigence de l'exécutif, faire la promotion du générique. Mais le générique est uniquement utilisé comme prix de référence dans le remboursement. Même si vous achetez un Princeps à 100, quand le générique à 20, vous avez 70% de 20 à la CNSS. Et c'est ça le problème, c'est que tout le circuit, moi je parle des prescripteurs jusqu'aux distributeurs, jusqu'aux les organismes d'assurance maladie. Il faut tout remettre à plat, en fait. Pas simplement focuser sur l'industrie pharmaceutique, sur les grossistes et sur les patrons d'officine. Oui, en fait, il faut mettre aussi les caisses de prévoyance. Moi, dans tous les projets de loi cadre qui ont concerné la santé et la protection sociale, on en manquait dans la méthodologie d'approche participative. On aurait souhaité qu'ils écoutent tout le monde. Je crois que les problèmes des multinationales ne sont pas les problèmes de l'industrie locale. Il y a même, on a parlé d'une autre catégorie qui se fait passer pour de la production locale alors qu'ils ne font que de l'étiquetage, ils importent, ils changent les choses. C'est ce qu'a dit Fosé Larger. Il faut élargir. Il y a eu cette étude de l'administration des douanes avec la CNOPS qui a démontré que les prix déclarés à l'importation à la douane étaient 10 fois, 15 fois. C'est comme ça qu'ils ont déterminé la marge. Prix pratiqué en fait aux frontières douanières, prix pratiqué au niveau des PPV, prix de vente et le calcul de la marge qui peut se faire sur la base de la data remise par la DGI. C'est comme ça qu'en fait tout a été mis en relief et en perspective. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de trop mettre de pression sur l'industrie pharma, l'industrie pharma qui, grosso modo, exporte très peu, mais alimente essentiellement le marché intérieur en matière de médicaments? Est-ce qu'aussi, pour Fosé Larger et les pouvoirs publics, la marge de manœuvre est réduite ou pas? Il y a un risque quand des prix baissent trop et que les marges ne sont pas importantes. D'ailleurs, on a des ruptures de stock. On a une liste de 1200 médicaments. Confirmer le fait que certains sont très importants. Les industriels chez nous, s'il n'y a pas 20 ou 25% de marge sur un médicament, c'est pas forcément un médicament attractif
pour l'industrie pharma? Normalement, la loi ou le décret qui réglemente ça, on parle de 10%. C'est très facile d'avoir les éléments, la compta analytique. Et maintenant, vous rentrez dans n'importe quel site internet et vous demandez le prix, je ne sais pas, de Doliprane à Casa, Paris, vous avez Rome tout. ou Avec des comparateurs de prix d'ailleurs. Vous allez avoir les prix. C'est pas très difficile de faire un benchmark vu les outils actuellement et les extractions qu'on peut faire. Il faut absolument avoir une autorité, un régulateur digne de ce nom, comme on l'a fait la NRTF, les télécoms, et qui peut sanctionner. Est-ce que ça peut être la nouvelle agence du médicament? On l'espère, c'est pas si forcément on lui donne les moyens. Oui. Et ça dépend des lobbies qu'il y a en face. Parfois, il y a certains lobbies, les régulateurs. On avait l'ANAM. L'ANAM est également... Qui risque d'être absorbée a priori selon les informations. La Haute Autorité de Santé, il n'y aura plus de ANAM, ça va être la Haute Autorité de Santé, comme il n'y a plus de CNOPS, parce que c'est absorbé par la CNSS. Et l'ANAM, même là, j'avais écrit un article et j'avais démontré qu'en France, par exemple, mais ce n'est pas pour prendre cet exemple, on a le régulateur et financier et on a la Haute Autorité de la Santé. C'est une autorité scientifique qui peut critiquer les approches médicales, le service médical rendu par les médicaments, et qui est composé généralement de références médicales de pointe, de représentants des sociétés savantes. Le régulateur qui va voir les déséquilibres financiers d'un régime a une autre fonction. On avait besoin et de garder l'ANAM, mais qu'elle ait des prérogatives renforcées, parce que nous, on a un deuxième régulateur dans la protection sociale qui est la CAPS. Donc, il y a un désordre institutionnel et même la création de la Haute Autorité de la Santé, le temps qu'elle s'installe, le temps que les prérogatives soient définies, qu'elle fasse les recrutements, qu'on désigne les membres. On a eu une année ou deux, parce que la loi 06-22 est passée en octobre 2022. On est à 2 ans et demi et que du temps perdu. Merci en tout cas parce qu'on n'a pas perdu votre temps et je vous remercie d'avoir dédié de votre temps cette Taougénie pour nous éclairer sur ce qu'on le disait aujourd'hui, c'est flamber des prix de denrées alimentaires, mais il y a également parallèlement à cela, ce qui a été, on le sait depuis quelques années, mais qui a été rappelé et a priori cette fois-ci le dossier peut-être qu'il va être mieux pris en charge politiquement. Depuis que Fawzi Larja a clairement dit à l'industrie pharmaceutique qu'il fallait qu'elle revoie à la fois ses prix à la baisse et à la fois ses marges également à la baisse, et qu'il y a une autosaisine du Conseil de la concurrence, c'était la semaine dernière, qui a convoqué, non pas invité, mais qui a convoqué les acteurs de l'écosystème santé pour voir qui fait quoi dans cet écosystème circuit entre la production de médicaments, ou l'importation d'ailleurs, et le marché de grossistes du médicament et les détaillants qui sont les officines. Vous avez vu que dans l'importation des ovins, des agneaux, ou des moutons, on avait enlevé les taxes à l'importation et on a donné 500 dirhams par tête. Oui. Et les prix n'ont pas baissé. Oui. Donc les lobbies sont là, ils sont forts. Les moyens. Ouais. Quand quelqu'un, au plein mois de Ramadan, augmente le prix des lentilles dans une épicerie, il y a une commission locale et qui sanctionne et qui ferme. Ce que vous voulez dire, c'est quand on veut on n'a pas le traitement, qu'on ne fait pas le même traitement à tous ceux qui ne respectent pas la législation de l'État. Au moins, on n'est pas obligé de fermer, mais mettre des sanctions, comme fait la NRT, et faire payer des sanctions et les gens vont se discipliner. Mais laisser un libéralisme non régulé. Notre problème, c'est que notre libéralisme n'est pas régulé. Sachant que, je le rappelle une fois de plus, les médicaments, les prix sont fixés par les pouvoirs publics et par l'État, ce qui n'est pas le cas des produits de denrées alimentaires, que ce soit la viande blanche ou viande rouge, ou les fruits et légumes. Mais fixés, mais non régulés. Voilà, et maintenant c'est dit clairement. Merci, Saad Taougéni, spécialiste en politique publique dans le domaine de la santé et de la protection sociale, éclairage analytique dynamique, avec Sensé, qui donne beaucoup de sens d'ailleurs à cette équation du jour, flamber des prix de produits de consommation alimentaire et cherté des prix des médicaments, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Merci à vous et à très bientôt. Bien, merci. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.